Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux secondes. Nous continuons aujourd'hui sur notre thème d'histoire consacré au XVe et XVIe siècle et nous allons parler de la première mondialisation de l'économie. Je vous rappelle que la mondialisation, c'est la mise en relation de différentes parties du monde par des flux de personnes, de marchandises, de capitaux et d'informations. Au XVIe siècle, nous avons vu dans les précédentes vidéos qu'on a découvert de nouvelles routes maritimes, de nouvelles terres avec qui échanger, commercer, et c'est pour cela que l'on peut parler de mondialisation de l'économie. Ce cours va se dérouler en deux temps. Nous allons commencer par voir l'or et l'argent des Amériques et les conséquences de son arrivée en Europe, et dans un deuxième temps, nous parlerons de la traite atlantique. La découverte des mines d'or et d'argent en Amérique, en particulier au Mexique et au Pérou, a eu un impact majeur sur l'économie mondiale au XVIe siècle. Cet afflux massif de métaux précieux en Europe, surtout en Espagne, a entraîné des répercussions significatives sur le commerce mondial. Parmi ces mines, celles de Zacatecas, découvertes dans les années 1540, ont été l'un des principaux centres d'extraction d'argent dans l'ancien empire aztèque. Elles ont produit d'énormes quantités d'argent qui ont été envoyées vers l'Europe, contribuant ainsi à la richesse de l'Espagne. L'argent était particulièrement recherché en Asie, notamment en Chine, où il était essentiel pour le commerce. Cela a permis de créer des échanges importants entre l'Europe, les Amériques et l'Asie, renforçant ainsi les liens économiques globaux et illustrant parfaitement ce qu'on appelle la première mondialisation de l'économie. La conquête de l'empire Inca, en particulier de la région de Cajamarca, dans l'actuel Pérou, a permis aux conquistadors espagnols de s'approvisionner en or en très grande quantité. Ces conquistadors ont pillé les trésors de cette région où l'or symbolisait à la fois la richesse et le pouvoir. En effet, l'ancienne capitale de l'empire Inca, Cusco, était particulièrement riche en or. Les Espagnols, attirés par cette précieuse ressource, ont rapidement commencé à exploiter les mines et à s'emparer des réserves d'or des Incas. Ce pillage a eu des conséquences dévastatrices pour les populations locales, qui ont vu leurs richesses partir vers l'Europe. L'or des Incas ne représentait pas seulement une simple richesse matérielle, il était également profondément ancré dans la culture et les croyances des Incas. Pour eux, l'or s'était considéré comme des larmes du soleil et il jouait un rôle essentiel dans leurs rituels et dans leur art. Ainsi, la quête de l'or a non seulement alimenté l'économie espagnole, mais elle a aussi contribué à la destruction de la culture inca. La richesse accumulée grâce aux trésors pillés en Amérique a permis à l'Espagne de financer plusieurs initiatives. Tout d'abord, cette richesse a été utilisée pour mener des guerres qui ont permis à l'Espagne de dominer une grande partie du territoire européen. En investissant dans des armées puissantes, l'Espagne a pu affirmer son influence sur le continent, participant à des conflits tels que la guerre de 30 ans, qui a redessiné les cartes politiques de l'Europe. De plus, ces fonds ont financé des expéditions supplémentaires visant à agrandir encore son empire colonial. Des explorateurs espagnols ont été envoyés dans de nouvelles régions des Amériques, cherchant d'autres richesses et élargissant ainsi les frontières du territoire espagnol. Ainsi, au XVIe siècle, l'Espagne est devenue la première puissance mondiale. Cette domination s'est traduite non seulement par l'expansion de son empire, mais aussi par une influence culturelle et religieuse qui a durablement marqué l'histoire de nombreux pays. L'augmentation de la quantité d'or et d'argent en circulation
a provoqué une inflation qui a touché l'ensemble de l'Europe au XVIe siècle. L'inflation, c'est la hausse générale des prix et elle a eu des conséquences importantes sur la vie quotidienne des Européens, particulièrement sur les couches les plus pauvres de la population qui ont été très affectées. Leur pouvoir d'achat a diminué, rendant l'accès à des produits de première nécessité de plus en plus difficile. Cette situation a entraîné des tensions sociales croissantes. Les inégalités entre les riches qui profitaient de l'afflux de richesses et les pauvres qui peinaient à joindre les deux bouts, qui étaient de plus en plus pauvres avec l'augmentation des prix, se sont donc amplifiés. Ces déséquilibres ont débouché sur des mouvements de mécontentement et sur des révoltes populaires, reflétant un malaise profond au sein de la société européenne. La surabondance de métaux précieux en circulation a finalement entraîné une dévaluation de la monnaie espagnole. En raison de l'afflux massif d'or et d'argent, la valeur de la monnaie a été affectée, ce qui a affaibli l'économie espagnole à long terme. Cette dépendance excessive aux ressources coloniales a créé une vulnérabilité économique. De plus, cette richesse rapide a eu des effets inattendus sur l'économie espagnole. En effet, avec une telle affluence de métaux précieux, il y a eu une tendance à négliger les secteurs clés qui étaient à la base de l'économie jusque-là, à savoir l'agriculture en particulier, et l'industrie aussi. Toute l'attention était alors concentrée sur l'exploitation des ressources coloniales, qui semblaient inépuisables. Et ce phénomène, souvent décrit comme la malédiction des ressources, montre comment une richesse soudaine peut finalement nuire à l'économie profonde d'un pays. Plutôt que de stimuler le développement des secteurs durables, l'Espagne a connu un ralentissement de sa production qui a eu des répercussions sur sa prospérité future. Enfin, l'afflux massif d'or et d'argent en provenance des colonies a joué un rôle crucial dans le développement du commerce international au XVIe siècle. Ces richesses ont stimulé les échanges entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Les conquistadors ont non seulement rapporté des métaux précieux, mais également des produits exotiques et d'autres ressources, ce qui a élargi les réseaux commerciaux. Ce mouvement d'échange a permis aux différentes régions du monde de se connecter de manière plus étroite, donnant ainsi naissance à ce que l'on appelle la première mondialisation. Cette période a marqué le début d'une interconnexion économique et culturelle entre les continents, qui caractérise bien sûr encore le monde actuel. Nous allons à présent passer à la seconde partie de la leçon, qui concerne la traite atlantique. La traite atlantique, qui s'est étendue du XVIe au XIXe siècle, désigne le commerce d'esclaves africains vers l'Amérique. Ce phénomène a constitué un élément clé d'un système économique global, créant des liens complexes entre l'Afrique, l'Europe et les colonies américaines. Pour comprendre pourquoi la traite atlantique a eu lieu, il faut se pencher sur l'émergence des plantations dans les Amériques. Avec la culture du sucre, du tabac et du coton, la demande de main-d'œuvre a explosé. Face à cette demande, les Européens ont mis en place un système cruel de traite des esclaves. Ce système a entraîné la déportation de millions d'Africains vers le Nouveau Monde. Ainsi, un lien économique tragique s'est formé, reliant l'Afrique, l'Europe et les Amériques. On appelle cela le commerce triangulaire. Je vais essayer de vous aider à imaginer le voyage des navires européens en détaillant chaque étape du commerce triangulaire. Tout d'abord, le départ des ports européens. Les navires quittaient les ports d'Europe chargés de tissus colorés et luxueux comme le coton indien ou la soie, qui étaient très prisés en Afrique.
Ils transportaient également des armes, et particulièrement des armes à feu, qui étaient apparues au XVIe siècle, ou du moins devenues plus fréquentes en Europe. De l'alcool fort, qui servait souvent à séduire les chefs africains pour les inciter à faire des échanges. Enfin, ils se chargeaient de d'autres marchandises qu'on appelait souvent des pacotilles, comme des miroirs, des bijoux en métal, des pots, des assiettes et d'autres articles en céramique, mais aussi des instruments de musique comme des tambours, des flûtes, tout ce qui pouvait susciter l'intérêt des populations locales. Ces biens étaient destinés à échanger contre quelque chose de bien plus précieux. En effet, en arrivant sur les côtes africaines, ces navires échangeaient leurs marchandises contre des esclaves. Des vies humaines étaient donc échangées contre des marchandises. Ensuite commence le terrible passage du milieu. Le passage du milieu désigne la traversée de l'océan Atlantique par les esclaves africains à bord des navires négriers. C'était une période extrêmement difficile et tragique. Les esclaves étaient entassés dans des cales sombres, souvent pas assez grandes pour pouvoir s'allonger. Ils étaient souvent enchaînés les uns aux autres. La traversée durait généralement de 6 à 12 semaines, selon la route empruntée et les conditions météorologiques. Il y a même des traversées qui ont duré encore plus longtemps. Les navires étaient souvent surchargés, au-delà de leur capacité. Les esclaves recevaient une ration alimentaire limitée, insuffisante pour les maintenir en santé. Toutes ces conditions favorisaient la propagation de maladies, telles que la dysenterie, la variole et surtout le scorbut. Les décès étaient fréquents et on estime qu'environ 15 à 25% des esclaves transportés mouraient durant le voyage. Les corps étaient souvent simplement jetés à la mer. Pour les esclaves, c'était également une épreuve psychologique. Ils quittaient leur terre natale. À leur arrivée en Amérique, ils étaient vendus aux propriétaires de plantations, souvent dans des ventes aux enchères. Les esclaves étaient ensuite affectés aux plantations qui produisaient des denrées très prisées en Europe, telles que le sucre, le café, le tabac et le coton. La production de sucre, en particulier dans les Caraïbes, est devenue extrêmement lucrative pour les planteurs américains et pour les négociants européens. Le sucre étant un produit de luxe en Europe, il était vendu très cher. Sur l'illustration, comme sur la précédente diapo d'ailleurs, il s'agit du Marie Séraphine. C'est un navire qui appartenait à un armateur nantais, et Nantes était, surtout dans la période suivante, au XVIIIe siècle, un port capital pour le commerce des esclaves. Le Marie Séraphine a effectué plusieurs voyages dans le cadre du commerce triangulaire et on a la chance dans les archives d'avoir plusieurs dessins qui le représentent. La traite des esclaves a engendré des profits colossaux qui ont transformé non seulement la vie des marchands européens, mais aussi les villes portuaires qui en bénéficiaient. Les marchands européens engagés dans la traite négrière ont réalisé d'énormes bénéfices. Le commerce des esclaves était extrêmement lucratif car les esclaves pouvaient être achetés à bas prix en Afrique et revendus à des prix très hauts dans les colonies, ce qui a permis à ces marchands d'accumuler de grandes richesses. Nantes, le port situé à l'embouchure de la Loire, est devenu l'un des principaux centres du commerce des esclaves, comme on vient de le voir avec le Marie Séraphique. Les armateurs nantais ont organisé de nombreuses expéditions vers des colonies françaises, surtout au XVIIIe siècle, comme Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, et la Martinique, contribuant ainsi à la prospérité de la ville et à son développement commercial. En France, il y a aussi le port de Bordeaux qui a joué un rôle crucial dans le commerce triangulaire. Liverpool, quant à lui, était le principal port britannique pour le commerce des esclaves. Liverpool a vu au XVIIIe siècle son économie prospérer grâce à la traite. Les bénéfices générés dans ce port ont contribué à son développement industriel et commercial, renforçant ainsi la position de la Grande-Bretagne sur la scène mondiale.
La traite atlantique a eu des répercussions non seulement sur les marchands et les ports, mais aussi sur l'ensemble de la société européenne, créant des fortunes basées sur l'exploitation humaine. Mais si elle a engendré de la richesse en Europe, la traite a également laissé un héritage de souffrance et d'injustice en Afrique, dont nous devons nous souvenir pour comprendre l'histoire de notre monde moderne. Voilà, nous avons terminé cette leçon sur la première mondialisation de l'économie. J'espère que tout est clair pour vous. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.